Performance de site, mais on se concentre souvent sur des points techniques avec des tests, des logiciels automatiques, en oubliant de réfléchir aussi à la perception utilisateur. C'est tout ça que Geoffrey vient partager avec nous. On l'applaudit, on va parler performance web. Merci. Allô, allô. Merci. On va donc parler... Bonjour à tous et à toutes. On va parler amélioration des performances, mais d'un point de vue plutôt pas technique, justement, comme ça a été dit en introduction. Je vais d'abord me présenter. Je vais essayer de ne pas être trop long sur ma présentation personnelle. Je suis full stack développeur. Je rajoute des mots des fois en fonction de ce que les gens veulent entendre en face. Des fois un petit peu UX, des fois pas trop. Chez WP Media qui fait des plugins WordPress principalement. Peut-être vous avez entendu parler de WP-Rocket déjà, WP-Rocket, donc c'est eux. Vous pouvez me suivre sur Twitter, mon petit site perso et mon blog creativejuice.fr. Voilà, ce sera tout. Petit tour d'horizon de ce qu'on va voir ensemble. On va déjà se mettre d'accord sur pourquoi est-ce qu'on parle de performance. Question qu'on soit d'accord sur les termes peut-être. On va voir ensemble la notion de temps, parce qu'il y a plusieurs temps. On va vite fait passer en revue quelques points techniques sans trop traîner. On va également voir comment faire patienter l'utilisateur et les utilisatrices, détourner l'attention, leur mentir un petit peu quand même, parce qu'il faut bien. Et on verra si on a le temps, j'espère, quelques bonus, de quoi ralentir un petit peu la cadence, parce que la performance c'est sympa, mais il y a un moment où il faut savoir être un peu plus lent. Pourquoi parler de performance ? Tout simplement parce que les utilisateurs n'attendent pas. On a 53% des utilisateurs qui quittent un site web au bout de 3 secondes. C'est énorme. Il y a des petits bonhommes là pour les représenter. En sachant que le temps moyen de chargement d'une page web sur 3G, donc plutôt lente la 3G quand même, ou alors c'est le site qui est vraiment très lent, est de 19 secondes, donc en gros vous perdez quasiment tout le monde en 3G sur un site super lent. Et en plus de ne pas attendre, ils attendent de moins en moins. On est sur un temps d'attente un temps d'attention plutôt de l'utilisateur d'une douzaine de secondes, je crois, 12 secondes en 2000, et on est passé à 8,25 en 2015. Pour la petite anecdote, c'est une seconde de moins que la durée d'attention d'un poisson rouge. Voilà. Faire le tour de son bocal et puis... Donc, pour résumer, au bout de 10 secondes, vous perdez vos utilisateurs et vos utilisatrices. Notion de temps, parce que justement, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs temps. On a le temps objectif, qui est donc celui que vous pouvez mesurer, clairement. Plutôt sur un aspect technique, du coup, vu que vous allez pouvoir mesurer la vitesse d'affichage d'une page web, par exemple. Donc ça va vraiment être le temps, mesure d'un point A à un point B, ok, ça dure, je sais pas, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. Donc ça, c'est celui qui est affiché sur vos montres. Et il y a le temps psychologique, qui va être plutôt celui ressenti par l'utilisateur, l'utilisatrice, et qui donc va varier suivant plusieurs paramètres que je vous montrerai après. Dans ces différentes durées, dans ces différentes notions de temps, il y a plusieurs études croisées qui ont permis de définir des intervalles de temps et leur ressenti. On a de 100 millisecondes à 200 millisecondes qui n'est quasiment ressenti par personne. Ou alors c'est vraiment le moment de glisser des petites animations toutes discrètes pour fluidifier un petit peu l'interface sans que ça se ressente réellement. De 500 millisecondes à 1 seconde, j'aurais bien aimé avoir mes slides là, en fait, ça m'aurait évité de... Bref. De 2 secondes à... Non, je suis à... de 500 millisecondes à 1 seconde, on a une réponse qui est immédiate, qui est proche de ce qu'on peut avoir quand entre deux êtres humains, on discute, voilà, l'attente n'est pas ressentie, en fait. Il y a une discussion entre l'interface et la personne, du coup. Entre 2 secondes et 5 secondes, ça va être de l'ordre du raisonnable. C'est-à-dire que si vous demandez quelque chose à votre page web et qu'elle vous répond dans ce délai, en général, ça va à peu près, il n'y a pas de souci à se poser.
Entre 5 secondes et 10 secondes, ça va être, on en a parlé juste avant, en fait, ça va être vraiment la limite max. 10 secondes, va falloir commencer à donner des indications sur pourquoi est-ce que l'utilisateur attend, pour justement éviter qu'il ressente cette attente. En parlant de différentes notions de temps, vous avez certainement déjà eu le cas de oh, mais cette semaine est passée super vite. Peut-être justement que parce que vous n'êtes pas trop ennuyé pendant cette semaine, vous avez été actif, vous avez fait des choses, donc le temps est passé vite. A eu l'impression de passer plus vite en tout cas. Parce que si vous regardez votre montre, en fait, c'est toujours les mêmes secondes. La perception est donc absolument pas linéaire. Elle va dépendre de plusieurs critères. De la tâche que vous allez accomplir, si elle est compliquée ou pas, de l'expérience que vous avez dans l'accomplissement de cette tâche, est-ce que vous l'avez déjà fait auparavant ou fait une tâche qui est à peu près similaire, et également la disposition de la personne à effectuer cette tâche. Est-ce qu'elle est fatiguée, même si elle a déjà fait une tâche, en fait, qu'elle a cette expérience à faire cette tâche, est-ce qu'elle est fatiguée, est-ce qu'elle est disposée à la faire, en fait, tout simplement. En fonction de ces paramètres, le temps, ou en tout cas le temps qui passe, va sembler plus ou moins long. Du coup, différents paramètres clés sur lesquels on va pouvoir jouer. On a la stimulation, c'est-à-dire les indices qui vont montrer à l'utilisateur qu'il est en train d'attendre. Au plus on va avoir d'indices de cette attente, au plus l'utilisateur aura l'impression de perdre son temps ou de passer du temps à faire une tâche. On a la durée réelle de la tâche. On peut accélérer cette tâche ou on peut accélérer le ressenti de la tâche. Et on a l'attention à cette tâche. Est-ce que l'utilisateur est réellement focus sur cette tâche ou est-ce qu'on peut trouver un truc pour détourner son attention? Comment améliorer donc directement la perception de cette attente? On va pouvoir jouer sur différents paramètres qui est le temps objectif, donc accélérer réellement soit le chargement de la page, soit le chargement des bouts de l'interface, soit la réponse que l'utilisateur attend quand il déclenche une action. On va pouvoir jouer sur les indicateurs de l'attente, à quel moment on lui fournit, est-ce qu'on lui fournit de manière explicite ou cachée. On va jouer sur le détournement de son attention pour éviter justement qu'il ait ce ressenti de « je suis en train d'attendre ». Donc éviter de lui indiquer qu'il attend. On va détourner son attention sur autre chose. Et enfin, on va pouvoir lui mentir simplement, lui faire croire qu'il n'attend pas. C'est ma préférée. Voyons rapidement ce que vous avez déjà fait. Alors pour moi, c'est, pour reprendre, c'est ça, le temps objectif. C'est quelque chose que vous devriez déjà avoir fait avant de passer à la suite que je vous montrerai donc après. J'ai pris des exemples en vrac, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Par exemple, du côté du serveur, vérifiez d'avoir la solution qui correspond à ce que vous servez. Nginx versus Apache pour donner que les plus connus, mais il y en a plein d'autres. Je vous fournis des ressources à la fin, il y a des petites ressources listées pour vous documenter justement, parce que je passe en revue certains trucs, mais il y a des ressources à la fin. Du coup, Nginx versus Apache, Nginx par exemple est beaucoup plus performant pour des fichiers statiques. Et Apache et Nginx se valent sur d'autres points de vue, notamment du point de vue dynamique par exemple, des pages qui sont générées dynamiquement. On a d'autres exemples là, oui voilà, c'est la mise à jour de votre système, peu importe ce que vous avez comme système, pensez à le mettre à jour. Souvent il y a des mises à jour de sécurité, ça c'est vachement important, parce qu'au final ça parle aussi de performance à sécurité. Si votre site est inaccessible, voilà, on parle même plus de performance, il n'est plus là. Donc, du coup, pensez à mettre à jour votre système. Par exemple, PHP 7 traite la plupart du temps deux fois plus rapide que sa version précédente, qui est la 5.6, ce qui est complètement cohérent, bien sûr, pour les numéros de version. Apache, entre sa version 2.2 et 2.4, est à peu près 40% plus performant. Alors, en fait, Apache, c'est ces deux petites lignes qui sont là, voilà, ici, là. Donc on a Nginx doit être là, je crois. Non, c'est celui-là, si je dis pas de bêtises. Donc il y en a d'autres qui existent, qui sont beaucoup plus performants.
mais elles sont listées à la fin des slides. Autre chose à penser, le cache, serveur, navigateur, qui vous permet quand même de délivrer les ressources beaucoup plus rapidement. Le cache serveur pour éviter que la machine refasse ses calculs sans arrêt. Et le cache navigateur qui permet de stocker du côté client les ressources pour les redistribuer. Pensez également à votre Progressive Web App. Si vous commencez à y réfléchir, c'est une bonne idée. Parce que vous pouvez bénéficier de l'offline et d'offrir des ressources même en très bas débit, voire sans connexion Internet. Pareil, certains fichiers, une bonne quantité de l'application est stockée sur votre machine, du coup c'est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, pensez à plein de choses. J'ai listé vite fait en vrac HTTP2, CSS Critical Path, Local Storage, Session Storage, plein de petits trucs qui permettent de faire gagner du temps. Ça, c'est des choses que vous devez déjà avoir fait avant de passer à la suite. En parlant de ça, par exemple, optimiser vos images. On a une informelle qui se prépare avec JPV demain, normalement, 15h30, tu m'avais dit? Pardon? 15h50, ok, très bien. Donc, allez la voir si ça vous intéresse. Optimiser des images, je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais... Responsive et images, ok, très bien. Parfait alors. Parmi les choses que vous avez certainement déjà fait, alors d'un point de vue moins technique cette fois, les réponses immédiates, en général la plupart des sites le proposent, mais voilà, c'est bon de le rappeler. Au survol, au focus ou à l'activation d'un élément, si donner une réponse instantanée à l'utilisateur, vous survolez quelque chose, ok, c'est un changement d'état. Notre exemple qui est ici, vous copiez la clé de licence d'un produit quelconque. D'ailleurs, cette animation, normalement, le truc était vers le haut, mais bon, peu importe. Vous avez une réponse immédiate, en fait, et vous savez ce qui s'est passé. En plus, voilà. Donc, j'avais fait un petit tuto sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de Bitly un peu partout dans les slides. N'hésitez pas à juste copier la fin, vous saurez que c'est du Bitly. Une autre démo qui est disponible sur CodePen, qui vous permet justement de voir ça en live, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous laisse juste le temps de copier ça, si vous voulez. Passons à ce qui nous intéresse, qui est faire patienter l'utilisateur. Ok. Vous venez d'attendre 8 secondes, c'était long, pour moi aussi. Je vais vous faire attendre 8 secondes, mais en parlant en fait, et ça va vous paraître moins long. C'est fini. C'est fini. Ça vous a paru moins long parce que vous étiez occupé à m'écouter. Voilà, petite démonstration en live. Il y a certaines attentes qui paraissent des fois éternelles. Bon, on n'y peut rien. Vous pouvez passer sur Mac, ça ne changera rien. En plus, d'ailleurs, en parlant de ça, Apple, il y a juste une petite barre de progression. C'est chiant, en fait, on ne sait pas où on en est. Donc, comment est-ce qu'on peut indiquer l'attente? On peut l'indiquer de plein de manières différentes. Je les ai listées en vrac, mais elles n'ont pas toutes le même objectif. Le petit spinner, le truc qui tourne là, que je vous ai montré juste avant, qui permet, alors qui tourne indéfiniment, du coup ça peut être très très long. Il n'y a aucun indicateur en fait, ça dit juste en train de travailler. Donc c'est super long. L'utilisez pas forcément pour des trucs trop longs justement. La barre de chargement qui permet de définir un début et une fin, qui est plutôt pratique pour des tâches qui peuvent être justement bien déterminées, bien cadrées, un début et une fin. Voilà, c'est simple que ça. Les faux contenus qui permettent de vous projeter, je vais vous montrer tout ça en démonstration, qui vous permettent de vous projeter sur ce que sera l'interface ou au moins une partie du contenu. Et les mots, parce que en fait les mots c'est vachement bien pour dire des trucs et il faut les utiliser plus souvent. Voilà. Le spinner du coup, ça peut prendre plusieurs formes. J'en ai listé quelques-uns ici. Il y a une petite démo sur CodePen qui est sympa avec toutes les animations, c'est joli. C'est du SVG en plus. C'est pratique pour des attentes courtes. J'ai mis attente entre 2 et 8 secondes. J'ai peut-être un peu abusé, mais bon, 8 secondes ça passe encore. Hein, comme dit tout à l'heure, au bout de 8,25 secondes, les gens ont tendance à papillonner. Du coup, ouais, j'ai envie de dire 3 à 5 secondes, c'est pas trop mal. En dessous de 2 secondes, vous risquez d'avoir l'impression de bug visuel en fait. C'est-à-dire que la personne clique sur un bouton, il y a le spinner qui s'affiche et il s'enlève.
ok, il s'est passé quoi? J'ai pas eu le temps de voir le spinner et de me dire, il est en train d'effectuer la tâche que je lui ai demandé. Essayez d'avoir quelque chose de cohérent. Si pour vous, vous dites, il y a un flash visuel, là, il s'est passé quoi? C'est que pour l'utilisateur, ce sera pareil en fait. Il va pas comprendre ce qui s'est passé réellement. Donc le spinner, c'est bien, mais dans un intervalle de temps bien défini. Si c'est une réponse super rapide, à la limite, mettez juste un OK, c'est bon, tu as bien accompli la tâche, comme la petite action immédiate de la clé copiée de tout à l'heure. Pas besoin de spinner dans ce cas-là. Un exemple que j'aime plutôt bien, c'est celui de Stripe, qui propose en plus des indicateurs visuels. Le spinner est plutôt court et une fois que c'est terminé, on a en plus la petite checkbox, ce qui est plutôt pratique. Et un point important à évoquer, mais c'est valable pour tous les indicateurs et même pour tout ce que vous fournissez à l'utilisateur, c'est qu'il vient de faire une action, fournissez une réponse proche de l'endroit où il a fait l'action. Qu'il n'aille pas la chercher à l'autre bout de l'écran. Là, c'est Next-Gen Gallery pour ceux qui connaissent. J'ai fait Import 8 Images et j'ai l'indicateur qui est là en haut. Et pour la petite histoire, j'ai fini par fermer la fenêtre en fait, parce que il est resté en cours pendant une demi-heure. 8 images. Voilà. Donc du coup, bon, j'ai jamais su ce qui s'était passé. Donc ça, c'est un beau contre-exemple. Au niveau spinner, n'hésitez pas à être originaux. Alors, faites en sorte quand même qu'on comprenne que c'est un spinner. Parce que les animations qui sont super longues, où il y a des trucs qui se baladent partout, il y a un moment où on se dit « Ah ouais, mais en fait, je suis en train d'attendre là ». Voilà, donc évitez de tomber dans ce travers-là. Le fait d'être originaux, ça vous permet en plus déjà de vous démarquer, d'éventuellement passer un petit coup de branding sur le spinner. Je crois que c'est Airbnb qui fait des trucs plutôt sympas à ce niveau-là. L'avantage, c'est que du coup, si c'est nouveau, que c'est un petit peu plus long et joli à voir, l'utilisateur peut attendre éventuellement un peu plus de temps. Celui-ci me fait rire. Je suis tombé dessus par hasard et chargé. Ok, c'est bon, vendu. Celui-là était rigolo aussi. Voilà, c'est l'histoire de personnaliser un petit peu l'attente en fait. En sachant que ce message, en plus, si jamais il est vraiment long, il y avait un loading messages, s'il est vraiment long, le message passe à still loading, sorry. Voilà, un petit message sympa, humain. Et n'hésitez pas à être originaux. Il y a des trucs vraiment sympas. Bon, celui-là, j'ai eu un peu de mal à comprendre que c'était un loader, mais voilà, n'hésitez pas à rajouter un peu de fun, si vous pouvez vous le permettre. J'ai du mal à voir ça à la BBC, mais... on passe à la barre de chargement, qui est donc pour une attente beaucoup plus quantifiable et définie. Pour un traitement qui, selon moi, va durer un peu plus longtemps que 8 secondes. Ajoutez-y du texte autour, ça peut être pas trop mal, pour dire juste le pourcentage ou le nombre d'étapes, par exemple. Ça peut être pratique. Ça peut informer l'utilisateur, ça lui permet de patienter un peu plus longtemps. Certaines études, alors j'ai des études contradictoires, j'ai mis les références à la fin, j'ai oublié de les mettre là sur la slide. L'accélération sur la fin de la barre donne une forme plus positive en fait. Au final, ça s'est passé plus vite sur la fin et du coup l'utilisateur est un peu plus content en fait, un peu meilleure satisfaction de l'utilisateur. On a aussi l'effet d'animation inverse sur la barre de progression. Alors je vais vous montrer tout de suite les démos, ce sera plus simple à comprendre. C'est marrant, je les ai pas là, mais je les ai là. Okay. Donc ça c'est accélération sur la fin. Ouais super, en fait ça s'est fini plus vite. Ok, donc l'utilisateur est plus satisfait. L'impression que la barre de progression va plus vite parce que l'animation va dans l'autre sens. Apparemment pareil, c'est un effet positif. Des études contradictoires disent que l'inverse. Pourquoi ça? Voilà. Bon. Hop. Donc l'accélération au début et ralentissement légèrement sur la fin, certaines études définiraient que c'est mieux ressenti. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus des détails, mais j'ai mis l'information et l'étude à la fin de la slide. N'hésitez pas à multiplier les indicateurs si jamais il y en a besoin. Là on a clairement une barre de chargement ici. Et en plus de ça, on a un petit spinner là. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, au plus votre connexion est lente, au plus le spinner est lent. Ça donne en plus une indication
de est-ce que c'est le site qui est lent ou est-ce que c'est votre connexion. Ça peut permettre de différencier qualité site ou qualité réseau. Qu'est-ce qu'on a là? On a un placeholder, vu le contraste, désolé. Les faux contenus, du coup, qui permettent d'aménager l'espace avant que le vrai contenu arrive. C'est pas trop mal pour aider l'utilisateur à se projeter dans ce que sera l'interface, et donc dans la découverte de l'interface. Pendant son attente, en fait, il va découvrir l'interface à travers du faux contenu, tout simplement. Ça va lui permettre donc de se projeter et de découvrir l'interface plus rapidement, et donc d'avoir moins l'impression d'attendre. Au moment où les contenus vont arriver, il saura déjà à peu près où ils sont placés. Du coup, le contrat, ça va être la même chose. Ok, d'accord. Pour la démo, c'est sur le petit Bitly. C'est juste, en fait, il y a un petit effet de scintillement des contenus pour montrer qu'en plus, il est en train de se charger. Ça fait un peu effet spinner indirectement. On a l'exemple de Slack. Oui, du coup, il y a normalement du faux contenu sur celle de gauche, qu'on voit pas beaucoup. Et une fois que c'est chargé, on a donc le contenu complet qui s'affiche. Mes collègues partagent beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'amour sur ce Slack. Un peu trop des fois. Et l'attente, donc là, cette fois, c'est sur la version de Slack desktop. On a également un petit peu de placeholder. Bon, ça manque de placeholder globalement, de faux contenu. Et on a en plus un spinner, mais aussi un petit message. Et c'est le bon moment pour ajouter des petits messages enthousiasmants, comme celui-là, par exemple. C'est le moment également, donc je vous parlais des mots, de mettre des mots justement sur l'attente. Pourquoi est-ce qu'on attend? Quel est l'intérêt? Là, par exemple, c'est un extrait de GTmetrix qui définit clairement, on a plein de trucs devant ce que tu nous as demandé. Il y en a 34, mais on va quand même te faire attendre que 17 secondes. En plus, ils sont en train de dire ouais, on est des beaux gosses, on va super vite. Et ils en profitent pour placer un petit message là qui va vous inviter à créer un compte. Oui, c'est aussi le bon moment du coup d'utiliser des mots pour faire du marketing si jamais. Et je ne vous l'ai pas dit. Détourner l'attente. C'est un peu ce qu'on a vu juste avant en fait. Les mots permettent de détourner en partie l'attente. Quand un utilisateur va faire autre chose que juste voir le spinner tourner, il va passer d'une attente passive à une attente active. C'est-à-dire que son esprit va être complètement occupé à faire autre chose que juste voir les signaux que lui envoie l'interface. Tu es en train d'attendre, tu es en train d'attendre, tu es en train... Non, on va te faire faire autre chose, genre te donner de la lecture. Cette action, cette autre tâche peut être utile ou ludique. C'est les deux seuls que j'ai repérés. En parlant d'utile, du coup, c'est le bon moment pendant une attente de faire passer certains messages, comme par exemple les news de votre entreprise ou de votre blog, des astuces sur l'interface, raconter une anecdote ou une blague pour divertir, ou personnaliser l'attente d'une manière ou d'une autre. Il y a quelques exemples qui suivent. Ça, c'est Horton. Pour ceux qui jouent, alors j'ai fait 2 parties sur ce truc, mais je me suis juste rappelé de ça. C'est une barre de chargement normalement, sauf que là elle est pleine. J'ai trouvé que des barres de chargement pleines. Je pense que les gens veulent pas mettre les moitiés pleines. Donc une petite blague, vite fait. Et en plus des astuces, soit sur le jeu, soit sur la manière d'utiliser l'interface, ce genre de choses. Une autre qui suit. Pour vous donner un deuxième exemple, en plus de ça, ils avaient amélioré l'interface à ce moment-là. Ils ont rajouté le temps d'attente, tout simplement, ce qui permet de faciliter l'attente et d'aider un petit peu à l'attente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Opodo, qui font un peu comme GTmetrix, en mode on est super fort et tout, parce qu'en fait, les chiffres là, ils augmentent super vite. Pareil ici. Et puis ça, c'est juste un spinner, hein. C'est pas une barre qui se complète. Et voilà, ça permet de donner l'impression que on sait pourquoi on attend. En fait, il est en train de faire plein de calculs et plein d'analyses, donc bon, on va attendre. C'est pas grave. De toute façon, on veut prendre son avion, donc pas trop le choix. Un exemple dans la vie réelle, qui est juste là, qui est de proposer une activité à l'utilisateur.
Là, en l'occurrence, des enfants et pourquoi pas leurs parents, parce que c'est les parents qui vont acheter les vêtements. C'est un magasin à Metz qui propose de chercher Nessie dans le magasin et puis en plus de gagner des trucs si jamais. Mais je pense que niveau attente, ça doit être plus facile pour les parents de dire tiens, va chercher Nessie, je vais te choisir ton pull et puis voilà. Donc c'est satisfaisant pour tout le monde. Mais parmi les autres exemples, on a communiqué avec une communauté pendant l'attente. Par exemple, ah non, c'est pas le bon exemple, il viendra après, je crois. Une des tâches à faire. Alors YouTube le fait très bien. Vous êtes en train de charger une vidéo. Elle charge, il y a un spinner, il y a une barre de progression, il y a le temps d'attente, donc il y a des mots. Et en plus, il y a une tâche longue, qui peut être très longue en fait, parce qu'il y a ça et ça en plus. Pendant ce temps-là, la vidéo se charge. Vous êtes occupé. Donc vous n'attendez pas, vous êtes occupé. Autre point, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pour un client. Il y a besoin de validation de compte. Une validation de compte prend du temps, c'est fait par un administrateur. Du coup, le temps que l'utilisateur attende que son compte soit validé, on lui propose de le remplir. De remplir des informations personnelles. En l'occurrence, là, ce sont des médecins, donc ils ont quand même de quoi remplir des choses. Spécialité, intervention, etc. Leurs tarifs, ça peut être super long. Si le mec fait beaucoup de trucs, ça peut être super super long. Et du coup, on les informe tout simplement de pourquoi est-ce qu'ils doivent attendre. Et surtout, c'est un gage de qualité, parce que c'est pas n'importe qui rentre sur site. Voilà, donc l'utilisateur peut pas trop râler, il sait qu'il a des trucs à faire de toute manière de son côté, donc en attendant, il a du travail. Je joue en jungle si jamais vous voulez me rejoindre. Discuter avec la communauté. Alors, c'est la mise en place d'un jeu. On a l'équipe adverse qui est en train de récupérer, enfin de sélectionner leur personnage. Je vois une qui rigole là-bas dans le coin. On a son équipe qui sélectionne les personnages aussi. Et pendant ce temps-là, il y a le temps d'attente qui est là-haut. Ça peut être long des fois. Du coup, on peut discuter. On peut aussi se faire insulter, mais bon, ça arrive. Petit côté ludique aussi, quand on n'a plus de connexion, on peut attendre. Bon, je passe pas tout le jeu parce que je suis allé super loin. Ouais, j'avais super pas de connexion, donc forcément. Passons à la suite, mon préféré, qui est de cacher les trucs sous le tapis. Petite expression de fake it until you make it, qui part du principe que la plupart du temps, les choses se passent bien, votre interface va répondre positivement. Du coup, autant ne pas dire à l'utilisateur que l'interface travaille. On va lui donner tout de suite une réponse positive. Parfait. Qu'est-ce qui se passe si jamais ça se passe pas bien? On revient en arrière. On va pouvoir proposer éventuellement à l'utilisateur de, je sais pas, valider quelque chose, juste l'informer. Ah, en fait, c'est mal passé, tu peux pas vérifier que tu as une connexion. Voilà. C'est ce que fait Twitter, par exemple. Regardez bien le petit cœur et le 3 qui apparaît seulement maintenant. En fait, sur le côté, je vous ai mis la vitesse de réponse. J'ai ralenti la connexion sur Google Chrome. Et du coup, vous pouvez voir, je vais repasser. Mince, est-ce qu'on peut faire ça? Non, il veut pas. Très bien, c'est pas grave. Si. Voilà, donc réponse instantanée, le cœur bouge. Il est rouge, rose, ça dépend. Et le 3 apparaît une fois qu'il a la réponse positive du serveur. Mais on n'a pas laissé en attente l'utilisateur en lui indiquant aucune réaction, en lui indiquant un spinner par exemple pour lui dire ah c'est bon, on est en train d'aller chercher ta requête quelque part, elle va revenir, t'inquiète pas. Tout de suite on lui dit oui c'est bon, on a compris. Et alors au pire des cas, si jamais il n'y a pas de connexion, vous n'êtes pas informé. Mais bon, c'est juste un like, c'est pas grave. Pour les tweets, vous êtes informé par contre. Si vous retweetez quelque chose, par exemple, il va vous dire non, mais en fait, t'as pas de connexion, j'ai pas pu retweeter. Voilà. Dans la catégorie, je fais des trucs dans ton dos. Instagram est pas trop mal aussi. Il profite de cette étape-là pour charger l'image dans ton dos en fait, ou la vidéo. Ça permet de ne pas montrer du tout d'indicateur d'attente à l'utilisateur. Il est en train de faire quelque chose. En plus, on ne va pas lui dire que son image elle est en train d'être chargée. Au cas où,
parce que des fois la connexion peut être très lente. J'étais en 4G, hein, mais en fait j'avais dépassé le quota et du coup j'avais quelque chose comme du 6 kilobits seconde, un truc dans le genre. Ça fait un peu mal. Donc là, c'est pas du tout l'image que j'avais chargée, c'était juste pour vous rappeler l'écran d'avant. Pendant que je suis en train de charger mon image, en fait, je remplis les informations de l'image tout simplement. Et une fois que j'arrive sur la page qui est censée être, enfin pas la page, mais la vue de mon image chargée, je sais pas où il est allé me chercher cette image-là, mais il me propose une image floue qui correspond pas à l'image qui va être chargée ensuite. Donc il va même loin en fait, il propose une sorte d'image placeholder, parce que c'est vraiment la même image, hein, je fake pas. Et petit à petit, il va m'afficher le contenu de l'image pour me faire patienter, pour me dire c'est bon, j'ai bien compris que tu me demandais de rajouter l'image. Oh merde, je suis à la bourre. Pardon. Un exemple de tâche cachée sous le tapis, un plugin WordPress, en l'occurrence ici Imagify, qui permet de compresser vos images, du coup. On arrive sur ce petit espace de onboarding qui permet à l'utilisateur donc de passer étape par étape et d'aller à la fin configurer quelles images il veut compresser dans WordPress. Et quand on clique là-dessus, on a ça qui apparaît et on a ces informations-là qui permettent de dire à l'utilisateur est-ce que l'offre gratuite d'Imagify lui suffit ou est-ce qu'il faut qu'il passe à des versions un peu plus élevées, donc payantes du coup pour le coup. Ça là, ça peut être super long à faire parce qu'en fait on va parcourir la bibliothèque des médias et on va essayer d'estimer sur les 3 derniers mois, je crois, même plus, combien l'utilisateur a consommé, enfin utilise en chargement en méga. Et du coup, cette tâche peut prendre du temps. Et en fait, cette tâche, on la déclenche là, maintenant. L'utilisateur ensuite va dans les réglages et ensuite il va cliquer là-dessus. Pendant tout ce temps-là, en fait, nous on travaille derrière. C'est ce qu'on a voulu mettre en place, en fait, c'est permettre à l'utilisateur de gagner du temps. On a mis toutes les tâches sous le tapis. Ça travaille, et au pire, si jamais on n'a pas encore fini le travail, ici on a une petite barre de chargement, un indicateur comme quoi on est en train de faire des choses. Dans les autres choses utiles, le lazy load, pourquoi est-ce que tu te déclenches pas? Medium qui montre un truc plutôt intéressant qui permet d'avoir en plus une sorte de placeholder et d'image basse qualité avant de charger l'image complète, qui permet encore plus de faire patienter l'utilisateur. Faire ça, ça permet de se concentrer sur le contenu premier du site, c'est-à-dire charger en fait les contenus intéressants et ensuite on vous chargera les images. Ça permet du coup de cacher le chargement des images, enfin pas de cacher le chargement, mais de les fournir uniquement quand elles sont utiles et demandées. On peut faire ça avec plein de contenus d'ailleurs, hein, pas que les images, les iframes pareil. Principe de faire attendre peu l'utilisateur le temps de chargement d'une vidéo et de lui fournir rapidement un contenu pour l'occuper. Quasiment tous les services de vidéo, YouTube, Netflix, vont proposer une vidéo, alors déjà un temps de chargement réduit au début, rapidement de la vidéo, et pendant ce temps-là, le reste de la vidéo se charge. Ils ne vont pas attendre le chargement de toute la vidéo. Ça permet en plus d'avoir... Netflix passe par exemple sur, dès que vous commencez à perdre un peu de connexion, de vitesse de connexion, ou même carrément votre connexion, il passe sur une version basse qualité de la vidéo, pour ne pas vous interrompre dans votre tâche, pour ne pas interrompre le service et pour éviter de vous faire attendre et d'arrêter complètement la vidéo et de vous mettre un spinner à la place. Donc du coup, au lieu d'avoir rien du tout, vous avez quelque chose de moins bonne qualité, mais vous avez quand même quelque chose, donc vous n'attendez pas. Une autre technique, c'est de cacher le temps de chargement. Alors je reprends l'exemple d'une vidéo. Derrière une animation, regardez bien, voilà, on a plusieurs animations. Et si jamais la vidéo n'arrive pas dans ce temps d'animation, il y a je crois 1,2 secondes d'animation avant que l'interface soit complètement chargée. Et ensuite il y a le spinner, si jamais ça n'a pas suffi à charger le début de la vidéo. Et après le spinner, il y a un message aussi avec le spinner, parce que sinon vous ne savez pas pourquoi vous attendez. Des mots. Et après ça, vous avez la vidéo qui s'affiche. Donc ça vous permet en fait, l'animation permet de cacher des choses, notamment des chargements.
Chargement de ressources. Voilà, j'arrête pas de parler super vite. On va essayer de prendre notre temps un peu. Et on va, par exemple, parler de... comment dire ça? Cet exemple-là, c'est l'exemple, on me l'a raconté, j'ai pas retrouvé la ressource. Un jeu d'échecs. Merci. Vous vous attendez à, enfin, vous jouez avec un être humain, vous attendez à ce que la personne en face réfléchisse. Donc là, ça lui prend un certain temps. Bon, les joueurs professionnels sont super rapides, mais passons. Pareil pour un ordinateur. Vous jouez avec un ordinateur, vous vous attendez pas forcément à vous faire écraser tout de suite sans que le truc ait réfléchi. Donc, rajouter un petit temps d'attente. Question de dire, non mais en fait, même moi, ordinateur, je suis en train de réfléchir parce que tu es trop fort, franchement. Voilà, donc le but c'est d'éviter d'écraser l'utilisateur parce que l'ordinateur va trop vite, en plus il n'a même pas le temps de réfléchir, était trop nul. Ça évite la frustration. Donc parfois avoir un délai un peu plus raisonnable et humain permet d'avoir un utilisateur un peu plus satisfait. Quand le temps est gage de qualité aussi, ça peut donner par exemple une idée de la quantité de tâches accomplies. Pour un produit qui est dit numérique, digital, pour prendre le terme qui convient. C'est difficile des fois de se dire, j'ai acheté quelque chose, est-ce que j'ai bien fait de l'acheter? Là, on parle de sécurité. Alors, je vous donne un exemple avec SecuPress, qui est un plugin de sécurité pour WordPress, sur lequel j'ai travaillé également. On avait une problématique au début, c'est qu'on proposait un scanner pour scanner les points de sécurité de votre site web. Et on affichait tout sur une page. Question d'aller vite, que l'utilisateur ait une vue globale et tout, comme ça il peut faire les choses super rapidement. Mais du coup on perdait le côté j'ai acheté quelque chose, c'est censé corriger des points sur mon site web, c'est censé prendre un peu de temps quand même. Enfin, c'est du qualitatif, je ne veux pas faire n'importe quoi, je ne veux pas aller trop vite sur certains trucs, je veux qu'on m'explique les choses. Et du coup on a pris le pari de diviser complètement l'interface en plusieurs étapes, vous le voyez là-haut. Il y a 4 étapes. Avant, on n'en avait qu'une avec une grande page, ou 2, je ne sais plus. Et du coup, prendre son temps, des fois, c'est aussi gage de qualité. Et c'est utile, aussi bien pour votre utilisateur que pour la sensation qu'on a du produit. Une anecdote rapide, on en a discuté hier soir au restaurant. C'est comme quand vous commandez un repas et que vous l'avez dans les 4 minutes servi à table. Il s'est passé quoi entre-temps? Micro-ondes. Voilà, donc c'est pas forcément signe de qualité d'aller trop vite. Il y a des trucs qui prennent du temps, il faut qu'ils continuent à prendre du temps. Voilà, donc ça c'est l'exemple de SecuPress où on a un loader et en plus l'utilisateur sait qu'il va passer par ces étapes-là. Là, je voulais accélérer 4 fois en fait, parce qu'en fonction des serveurs, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc là, il est accéléré en 4 fois. On sait à peu près ce qu'on est en train de faire. Il y a des points qui sont scannés. Et en plus, c'est les différentes étapes par lesquelles l'utilisateur va passer. Donc il est informé, il a de la lecture, il a des mots, ça prend un certain temps, c'est normal, c'est de la qualité, c'est de la sécurité. Voilà, c'est le message qu'on veut faire passer en fait. Donc des fois, il faut savoir prendre son temps. Si on lâchait le chronomètre, au lieu d'aller super vite et d'essayer de faire gagner du temps à l'utilisateur, on va faire en sorte de ne pas lui en faire perdre. Essayez d'être prévoyant. L'utilisateur est en train de remplir un formulaire. Son navigateur crash. C'est super cool d'avoir enregistré mes données en local storage, merci. Comme ça, quand je rallume mon ordinateur et que je me retrouve sur ma page, j'ai toutes mes infos que j'avais commencé à remplir qui sont pré-remplies. J'ai plus qu'à terminer ma tâche. J'ai pas tout à recommencer. Sinon, j'abandonne, à moins que ce soit indispensable. Ça, c'est un exemple, c'est toujours le même exemple avec les comptes à valider que de tout à l'heure. Un client pour lequel je travaille. Le médecin écrit un compte rendu. Ça peut être des fois long. Le navigateur crash, on lui sauvegarde son compte rendu et on lui dit qu'on a sauvegardé son compte rendu en fait. Et on lui propose de, alors plus bas il y a l'ancien compte rendu s'il en avait déjà écrit un, et on lui propose en fait de comparer ses comptes rendus et soit de restaurer celui-ci, soit d'ignorer ce qu'on avait sauvegardé, parce que ça peut arriver des fois qu'on sauvegarde peut-être trop de trucs. Bon, bref, là il a le choix en tout cas. Demander uniquement l'indispensable.
Là, par exemple, dans ce cas-là, on peut tout à fait prédire le type de carte. Ça sert à rien de demander du coup quel est le type de carte. En fait, l'utilisateur va de toute manière rentrer ça qui est super chiant à rentrer. Alors non, maintenant on peut scanner la carte. C'est rassurant. On peut le détecter. Du coup, pourquoi le demander? J'ai mis quelques chiffres ici qui font un peu peur sur les abandons de paniers. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui abandonnent leur panier à cause de trop de champs à remplir. Là, par exemple, c'est le cas on demande à la création d'un compte pour pouvoir continuer le processus de commande. Non, en fait, non. Vous voulez que l'utilisateur s'inscrive, donnez-lui un intérêt à s'inscrire. Dans ce cas-là, je sais pas, collectez son adresse mail avant. Ne lui demandez pas de créer un compte et envoyez-lui un mail plus tard pour lui dire si tu crées un compte, en fait, tu peux avoir ça, ça et ça. Ok. Mais il le fera plus tard. Au moins, il a commandé. Un autre exemple qui est extrait de Bémar, qui proposait juste avant, donc juste en dessous, la liste des cartes de crédit, des types de cartes de crédit acceptées. Pourquoi pas, ça peut être une technique comme une autre. Un autre truc intéressant qui est d'éviter les formulaires si vous pouvez. L'idée c'est d'enregistrer des données de l'utilisateur et de lui refournir ou de les réutiliser le plus souvent possible sans avoir à lui redemander. Alors tous les sites qui vous proposent d'enregistrer vos cartes de crédit, c'est un peu le principe en fait. Parce que les cartes de crédit c'est super chiant, il y a trop de champs de formulaire et sur mobile c'est encore pire. Et là en fait si je veux commander, je rentre pas ma carte de crédit. Je veux commander, fini. Voilà, il a déjà mes informations de toute manière. Et enfin, offrez à vos utilisateurs une porte de sortie. Une alternative, ça peut être pas trop mal. Alors là, c'est super discret en fait, parce que le truc intéressant, il est là. C'est écrit un peu en tout petit, mais en gros, c'est le truc est en train de travailler. Si jamais tu veux quitter la page, tu peux quitter la page, il n'y a pas de problème. Les informations, il y a un moment où on va te fournir les résultats. Ça peut être une alternative comme une autre. Certains proposent juste d'annuler l'action. Pourquoi pas? Le fait d'avoir une porte de sortie, ça permet à l'utilisateur d'être plus satisfait et de se dire bon bah tant pis, au moins j'ai annulé ce que j'ai fait, mais j'ai fait un choix. Du coup, petit résumé, on a donc des choses à retenir intéressantes, je crois. D'un point de vue technique, le petit memo que je vous ai mis au début qui pensait à mettre à jour, à avoir la bonne solution serveur. Des spinners pour les attentes courtes. On a la barre de progression pour les attentes qui sont bien déterminées, qui sont pas trop longues non plus, mais qui peuvent durer si vous rajoutez du contenu. Donc utilisez des mots. Utilisez tout le temps des mots en fait, même avec un spinner. Dites pourquoi est-ce que la personne attend. Excusez-vous si ça devient trop long peut-être, je sais pas. Ça peut être un indice. On a des solutions pour détourner l'attention. Pensez-y, si vous pouvez le faire, détourner l'attention de l'utilisateur, il aura moins l'impression d'attendre, du coup il sera plus satisfait. Vous pouvez cacher l'attente sous le tapis, donc en faisant des tâches en arrière-plan, sans montrer à l'utilisateur qu'il est en train d'attendre. Donc ne pas lui fournir d'indicateur d'attente, mais faire des tâches quand même en arrière-plan. Utiliser les animations pour le faire patienter. Et enfin, prendre son temps et lui offrir une porte de sortie. Quelques ressources que je vous avais promis qui sont là, dont d'autres solutions serveurs. Celle-là est une des plus performantes d'après ce que j'ai compris. Des solutions, là on a un petit côté code si vous voulez. Ça c'est un article sur ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les credit cards. Et enfin les quelques ressources qui m'ont permis de composer ces quelques slides. Et je vous remercie. Je fais de la pub. Des mots, je vous ai dit. Merci Geoffrey. Est-ce qu'il y a des questions? On a un peu de temps pour prendre 2 questions. Je ne vous promets pas d'avoir la réponse. On a un livre aussi à faire gagner, c'est ça hein? Ah oui, il y a un livre. Donc, si vous... Je crois. Donc c'est celui-ci. Personne pour un livre, hein, non? Qualité web, la référence des professionnels du web, par Erol et Hopquest. Il est lourd, je ne vous le lancerai pas, promis. J'en vois une là-bas. Ouais, tu as gagné un livre, c'était ça?
226 bonnes pratiques. Je dis ça. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Du coup, je voulais savoir au niveau des faux contenus. Je trouve que c'est une bonne pratique, mais on a souvent le problème de saut de contenu en fait quand on fait ça. Oui. Du coup, je ne sais pas s'il y a des pratiques. Quand les contenus sont trop éloignés quand les faux contenus sont trop éloignés de ce qui sera réellement. Est-ce qu'il y a des bonnes techniques? Je ne sais pas trop en fait, à part réserver ces faux contenus sur des éléments dont on connaît réellement la taille et où ça changerait pas trop. Typiquement, le Medium qui propose par exemple la place de l'image qu'elle est censée réellement avoir, c'est un début de faux contenu. On a la solution aussi de ne pas avoir du faux contenu sur toute l'interface complète, mais juste sur des bouts qui seront chargés plus tard en fait pour axer le chargement sur le contenu principal. Donc on a réellement le contenu principal qui va être chargé quasiment instantanément, dont on ne va pas s'occuper et ne pas placer de faux contenu. Et charger par exemple, je sais pas, une partie de la sidebar qui elle est peut-être un peu plus fixe, un peu secondaire, où l'attention ne sera pas portée directement sur la sidebar mais sur le contenu. Et du coup le fait qu'on se dise ok, il y a une sidebar, elle n'est pas chargée, elle sera chargée plus tard, le focus il est sur le contenu principal, donc même s'il y a un petit saut sur la sidebar, on ne le verra pas forcément, mais il n'y a pas vraiment de solution, enfin moi j'en connais pas en tout cas. Là c'est encore l'idée de détourner l'attention de l'utilisateur sur le contenu principal et de charger le truc à côté dans son dos, enfin, sur le côté. Merci. Du coup, une dernière question, j'arrive. Attends, je te prête mon micro, tu me le rends après. Merci pour la présentation. Tu parlais tout à l'heure des comptes utilisateurs, notamment dans le e-commerce. J'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que quand on remplit nos données, finalement, pour créer un compte, on n'a pas besoin de non plus savoir tout sur la personne. Si on a juste, de toute façon, pour commander, il faut le nom, le prénom, l'adresse, ce genre de choses. Est-ce que le fait de créer le compte derrière, sans forcément lui demander, puis ensuite lui envoyer un mail avec son mot de passe généré automatiquement, ce genre de choses, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau légal qui fait qu'on n'ose pas le faire, ou bien c'est juste... Alors niveau légal, je ne m'avancerai pas, mais à mon avis, créer un compte sans lui dire, ça doit pas être très légal. Parce qu'après, au niveau rétention des données, de toute manière, les données, on les conserve, que ce soit pour la facturation ou quoi que ce soit. Finalement, la seule chose, c'est qu'on lui qu'on lui met un mot de passe et puis qu'il a accès après à son compte utilisateur s'il le veut ou pas. Mais... Non, j'ai des têtes qui se tournent là sur le côté qui font du coup, non. Je pense que c'est d'un point de vue expérience utilisateur, déjà c'est pas top parce qu'on a fait un truc dans son dos et salut, on t'a créé un compte, ça te dirait de nous rejoindre, mais je l'ai pas demandé, j'ai juste fourni mon mail. Enfin, rien que ça déjà, même sans parler de légalité, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est pas top. Après, non, à mon avis, c'est complètement illégal, mais. Ok, ça répond. Je peux pas te sortir le texte de loi qui va te dire c'est interdit, mais. Merci. En tout cas en France. Eh ben, merci beaucoup, Geoffrey. Merci à vous. Claudia. Et du coup, on va enchaîner sur Rendez-vous en terrain connu de Mathieu Bouet. Et en grand amphi, on a Projet Perso numéro 42, une aventure ultrasonique d'Hubert Sablonnière.